Bonjour à tous. Et oui, on aime bien savoir ce qu'on mange. Nous sommes devenus sensibles à la qualité des produits, aux questions de santé et aux scandales alimentaires. Le réflexe le plus souvent, c'est de se tourner vers les produits frais. Dans notre tête, ce qui est frais est forcément sain. Alors, nous avons mené l'enquête, nous avons voulu en savoir plus. Que cache la mention produits frais? Est-ce une garantie de fraîcheur et de qualité ou est-ce uniquement un argument marketing destiné à vendre plus et si possible plus cher? Du bateau de pêche au marché de Rungis, en passant par les cuisines des restaurants ou les rayons des hypermarchés, nous avons poussé les portes de la filière agroalimentaire. Les dessous des produits frais, c'est signé Corinne Savoyen et Claire-Lise Fossa. 4 € le beurre là. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ah, c'est bien. Ah, ça, c'est le meilleur. Les produits frais, ce sont des fruits, des légumes, des œufs, du lait, du fromage et du poisson, mis en vente quelques jours seulement après avoir été pêchés, récoltés ou fabriqués. Symbole de qualité et de goût, ils sont vendus 10 à 15% plus cher. Voici comment les choisir et les acheter à leur juste prix. Le Marais en plein cœur de Paris. C'est ici, dans ce quartier historique de la capitale, que les produits frais assurent le succès d'un restaurateur. Bonjour, par ici. Depuis 23 ans, Xavier de Namur propose à sa clientèle des plats faits maison à base exclusivement de produits frais. Ils ont été cueillis depuis à peine 48 heures et n'ont subi aucune transformation industrielle. Ça, c'est 2 plats du jour, tout simplement. Avec des blettes. Donc, c'est des blettes c'est de la saison. Brocoli, c'est la saison. Patates, c'est la saison. Voilà, donc juste... et puis un petit Navarra d'agneau, voilà. Donc, la 7. Depuis que j'ai commencé avec mon chef en 89, on a toujours travaillé des produits bruts et frais. La notion de produit frais recouvre tellement de choses. C'est un produit, c'est un légume qui arrive avec sa peau, qu'il faut éplucher, qu'il faut couper. 4, si, par ici. Xavier de Namur est une figure de la restauration. Fervent militant des produits frais, son combat a toujours été très médiatisé. De quoi attirer une clientèle à la recherche d'une cuisine de qualité et abordable. À midi comme en soirée, les 5 restaurants dont il est propriétaire dans le Marais font salle comble. C'est bon, c'était bien, mademoiselle? C'est juste une question d'éthique. Moi, je pense que restaurer les clients, c'est de les mettre en bonne santé. Moi, j'ai un fils qui a 2 ans. J'estime que quand il vient manger dans mon restaurant, il doit bien manger. On a cette responsabilité de les mettre en bonne santé. Restaurer, c'est mettre en bonne santé. Un engagement pour les produits frais dans ses restaurants, mais aussi dans sa vie personnelle. Il n'y a pas de produits chimiques. Par contre, il n'est pas bon du tout. Eh oui, mais c'est pas bon, mais... Il est même acide. Quand il fait ses courses, comme aujourd'hui sur un marché parisien, c'est en professionnel de la fraîcheur qu'il choisit ses fruits et ses légumes. Et la première chose que Xavier regarde, c'est la fermeté des produits. Un indice de fraîcheur important. C'est les premiers artichauts bretons qui viennent d'arriver là. Ouais. Regarde, Là, ils sont bien verts, bien fermes. Ils sont fermes, voilà. Là, ils sont fermes, voilà. Là, c'est... Voilà la fraîcheur. Ça, c'est arrivé ce matin. Et ça va être fraîche, il faut regarder les feuilles. Les feuilles qui sont en bordure, souvent, elles sont un peu plus flétries, donc ils ont tendance à les retirer. Alors, c'est de regarder au niveau de la texture de la salade, la fraîcheur, etc., de la sentir aussi, parce qu'une salade, ça a une odeur. Là, on a de la belle fan, de la belle carotte. Et là, on a le nez. C'est-à-dire la différence, voilà. Bon, là, c'était, voilà, après, on peut pas acheter le produit. Ah ouais, voilà, c'est normal. Mais là, Ça n'a rien à voir, ça, c'est bien. voilà, en fait, là, on a vraiment 2 différences, voilà, sur le produit. Les feuilles, déjà, Alors, les feuilles, on voit, les fans, tout de suite, on les voit, elles sont belles. Les carottes, ça se voit tout de suite aux fans, ça se voit si c'est un peu noirci, etc., marron, bon, on voit bien que le produit, il a quelques jours. Et les melons, là, je peux goûter un melon, voir un peu comment ils sont, les melons. Qu'est-ce que c'est? C'est du melon douce. Sentir et ne pas hésiter à goûter. Pour Xavier comme pour ce primeur, la fraîcheur, c'est également une question de saveur. Ouais. Il faut sentir, il faut goûter, mon ami. Sentir et goûter. Un fruit ou un légume cueilli trop tôt, qui a poussé hors saison dans une serre
et n'a jamais mûri avec le soleil risque de ne pas avoir de goût. On va pas y aller loin. Ouais, pas loin, ouais. Hein? Effectivement, c'est pas C'est juste. très très juste. Attendre la saison est un moyen pour Xavier d'avoir des fruits et des légumes avec du goût. Attendre la saison 1, c'est un fruit qui aura poussé effectivement à maturité avec le soleil. Et 2, ça sera un plaisir de le redécouvrir pendant sa saison. C'est-à-dire qu'on aura ce plaisir d'avoir attendu. En fait, d'avoir tout le temps sous la main. Après, finalement, on est blasé, on n'a plus de plaisir. Et il a un goût de fraise des bois. Rien, le goût, Ouais, ça, c'est pas mal. c'est pas mal, hein? Ah, c'est bien ça. Ah, ça, c'est le meilleur à ce moment. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'attendre le moment où le fruit, ou le légume, etc., on est en pleine saison, on arrive, et ben on a ce plaisir d'avoir attendu, en disant, voilà, ça fait 8 mois que j'attends, et ben voilà, on a quelque chose qui nous fera très très plaisir, parce que ça sera les premiers goûts, les premières choses. Je suis abonné au vin, moi. C'est ça qu'il faut réapprendre, c'est réapprendre l'attente, en fait. Il faut attendre le bon moment. Attendre la saison pour avoir un bon produit frais avec du goût. Autrement dit, éviter d'acheter des fruits et des légumes hors saison. Pourtant, les produits que nous achetons ont tous passé des tests fraîcheur bien avant d'être mis en vente et d'arriver dans nos assiettes. Une fois récoltés, les fruits et les légumes sont tous acheminés vers d'immenses plateformes de stockage et de triage situées aux 4 coins de la France. Des immenses marchés réservés aux professionnels, comme ici à Rungis en banlieue parisienne. Avant d'être vendus dans le commerce ou sur les marchés, la fraîcheur des fruits et des légumes est contrôlée par les agents de la direction départementale de la protection des populations. Evelyne est une des responsables de ces contrôles à Rungis. 3000 variétés à passer au peigne fin tous les jours avec son équipe. Il faut inspecter minutieusement la fraîcheur des produits en fonction de critères dictés par la réglementation européenne. Ça va, il est protégé, il est propre. On va retenir comme critère pour ces vérifications les caractéristiques minimales prévues par la réglementation. Un produit sain, entier, qui ne comporte pas de traces de souillure, qui n'ait pas de parasites. Un produit ferme, à maturité. Et une bonne homogénéité en forme, aspect, couleur et calibre. Merci. Oh. Catégorie 1, 25, Espagne. C'est léger défaut comme ça, on va l'accepter en catégorie 1. Vous avez 3 catégories de l'extra qui ne tolèrent aucun dégât, aucun défaut. La 1, léger défaut. Et puis la 2, où il y a des défauts un petit peu plus marqués, mais pas de pourriture. Les fameuses guérillettes, elles, il n'y a pas de souci. Hein. C'est une très belle couleur. C'est l'extra, hein. 0 défaut. Les marchandises qui ne répondent pas aux critères de fraîcheur sont automatiquement détruites. Sur près de 9000 tonnes de fruits et de légumes frais vendus à Rungis chaque année, moins d'1% seulement est détruit à la suite de contrôles fraîcheur. Ouais, ça transpire un peu en revanche, ce produit-là. C'est un souci de présentation, hein, ces emballages, dès lors qu'il n'y a pas de perforation, c'est un produit frais. Donc il respire mal là-dedans. Là, ça va encore, ça reste dans les critères de la réglementation. Les fraudes, c'est pas sur la fraîcheur du produit, hein, ce serait plutôt sur l'origine, la francisation des produits. Je cherche l'origine sur la tomate. C'est la Bretagne. La francisation, c'est le fait de mettre sur le marché un produit qui ne proviendrait pas de France, qui viendrait d'autres pays européens ou pays tiers et qui serait mis sur le marché comme étant une production française. Bonjour. Un stand attire l'attention d'Evelyne. Des fruits portent le nom d'un grossiste français sur leurs cagettes et sur leurs étiquettes. À première vue, c'est une production française car la mention de leur origine est très discrète. Il faut alors se baisser pour la trouver sur le flanc des cagettes. Ces fruits proviennent en fait d'Amérique du Sud et ils ont été emballés en France. Une pratique légale mais idéale pour des commerçants peu scrupuleux. Détail, comme c'est un bon produit, ça peut passer origine France. Alors il faut être vigilant. Le consommateur recherche la fraîcheur. Il achète de préférence français, car le produit n'a pas beaucoup voyagé avant d'être mis en vente. Un comportement qui encourage cette francisation. Jean-Luc Massias est en charge à Rungis du contrôle fraîcheur des fruits et des légumes provenant de l'étranger. Il connaît bien cette fraude.
La francisation existe. Il y a des cas, des gens qui, pour 2 sous de plus, vont coller une étiquette française sur du melon. Origine France. Le melon de Saint-Domingue est très bien, mais c'est vrai que Saint-Domingue, ça reste Saint-Domingue, ils n'ont peut-être pas le droit au drapeau français. Et on va contrôler avec l'ensemble des collègues pour justement éviter que des lots se promènent et soient étiquetés Made in France à ce moment-là. Les produits français sont vendus plus cher que les produits étrangers. Quelques dizaines de centimes en plus qui peuvent ainsi pousser à tromper le consommateur. C'est pas vraiment la saison. Non. Retour sur ce marché parisien où Xavier de Namur est toujours à la recherche de produits frais. La francisation des produits étrangers sur les marchés et dans les magasins est une fraude également bien connue des commerçants. Donc, vous savez, il y a beaucoup de melons qui viennent d'Espagne et du Maroc qui sont transformés en France. Ils changent les colis. Comme c'est du melon en Charente, vous vous rendez compte jusqu'où on va? Il est emballé en France. Mais c'est un melon qui vient d'Espagne ou du Maroc. Et donc il arrive sur des cartons France. Tout à fait. Et le prix n'est plus le même là. La marchandise française se vend, on va dire, entre 25 à 35% plus cher qu'un melon qui vient d'Espagne ou du Maroc. Un melon français va se vendre, oui, même 40% plus cher. Toute la différence est là. C'est une question de profit. Le profit, ou gagner plus en baissant notamment les coûts. Environ 80% des fruits et des légumes que nous consommons proviennent de l'agriculture intensive. Des millions d'hectares de serres et de champs en France et à l'étranger où l'on plante et cueille à la chaîne toute l'année. Et pas n'importe quel fruit et légumes. Des variétés sélectionnées pour leur capacité à résister et à mûrir juste ce qu'il faut pendant leur transport pour arriver fraîches dans les magasins. À Paris, à l'Institut national agronomique, Marc Dufumier, ingénieur agronome, enseignant et chercheur, a étudié cette course à la fraîcheur dans l'agriculture intensive. Dans les choix de variétés et donc dans les efforts de sélection qui ont été réalisés, plutôt que le goût, on a plutôt sélectionné 2 choses, la capacité de transporter, c'est-à-dire résister éventuellement à des chocs et d'être facilement transporté, et puis aussi de pouvoir ne pas mûrir trop vite, quoi. Donc il y a aussi la volonté que l'étalage, le fruit, le légume reste présentable pendant longtemps plutôt que la qualité gustative. Des fruits et des légumes sélectionnés pour leur capacité à rester frais plus longtemps dans les rayons, aux dépens de leur goût. Mais qu'en est-il réellement? N'ayant pas obtenu l'autorisation de filmer, nous avons tourné en caméra cachée les courses que nous avons faites dans un supermarché parisien. Nous avons choisi des fraises, des tomates et de la salade. Et après avoir payé, nous nous rendons le jour même chez Xavier de Namur pour un test. D'un côté nos courses et de l'autre, celles de Xavier. Des produits achetés le jour même au marché chez un primeur. Voilà, donc là on a un petit problème, voilà, des problèmes des fruits qui ne se conservent pas très bien en fait. La différence entre ce qu'on a acheté au marché et nous le met quand même dans du papier craft, donc qui est quand même, le produit transpire moins quand même. Voilà, donc là, naturellement, il va falloir ranger ça dans le compartiment, si on ne les consomme pas le jour même, etc., dans le compartiment en bas du frigo. Donc là, on a, par exemple, sur la salade, voilà une salade qui a pris quelques heures. Alors bon, en grande distribution, ça, c'est une salade qui a peut-être 5-6 jours déjà. Et donc, du coup, elle perd toute sa saveur. Et puis, on sent à la texture de la feuille, ça commence à s'affachir un peu, à flétrir un peu. Alors que là, on a une salade... Bon, là, c'est pas la même. Là, on avait de la feuille de chêne. Là, on est sur de la laitue. Mais voilà, donc on a quelque chose... Bon, elle est beaucoup plus dense, celle-là. On a le pied qui est... Voilà. Le pied, on voit bien que ça a été coupé il y a un bon moment déjà, là. Donc ça traîne sur l'étal depuis pas mal de temps. Quand on prend les tomates, là, par exemple, ce qu'on sent, en fait, il faut faire attention. C'est pour ça que je sais pas s'il n'y a pas un truc. C'est ce qu'on sent, c'est la branche. Parce que c'est ça qui... On pense ça, on dit, oh là, ça sent bon la tomate. Et en fait, c'est ça qui sent... Bon, là, on voit, par exemple, ça c'est en train de flétrir, en fait, c'est en train de faner, on voit. Là, ça a beaucoup plus, ça a sûrement plus d'une semaine. Donc ça, normalement, il vaut mieux prendre, si on veut une tomate qui est voilà, ça s'en voit,
elles tiennent un peu mieux. Voilà, on voit qu'elles ont, elles ont peut-être 2-3 jours. Sur les fraises, bah là, on voit bien... ça, c'est de la fraise, alors. Fraise du Périgord. Donc, c'est de la gariguette. Là, il n'y a aucun goût. Donc, on est là sur une fraise aseptisée. Enfin, complètement... elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de goût. On a juste en fait, ça ressemble à de la fraise. Mais c'est pas de la fraise. Ça ressemble à de la fraise, mais c'est pas bon. Il est possible que cette fraise, elle a été cueillie, donc elle n'était pas forcément mûre, elle a continué de mûrir ailleurs. Elle a passé pas mal de temps au frigo. Très mauvais le frigo. Trop de frigo sur les fruits et les légumes, c'est très très mauvais. Ça leur retire tous leurs odeurs, tout leur goût, etc. Il faudrait que le fruit, il est entre le moment de sa cueillette et le moment où on le retrouve sur l'étal et puis dans l'assiette, il faudrait qu'il se passe pas plus de 2 jours. Le poisson est un produit dont la fraîcheur ne peut pas trahir le consommateur, tant la réglementation communautaire est stricte et lourde de sanctions, tant les précautions pour le vendre frais sont extrêmes. Une vraie course contre la montre qui débute dès la nuit tombée. T'as le temps ou quoi ? Port de Lorient en Bretagne, il est minuit et le dernier bateau de pêche rentre au port. 300 kilos de langoustines vivantes vont être vendus dans à peine 3h30. Yves, patron du port de pêche de Lorient, est déjà là pour surveiller que cette cargaison précieuse ne prenne pas de retard au déchargement. T'avais combien avec toi, Tony, langoustine ? 300 kilos. 300 kilos ? Ouais. Ça y est, c'est parti, c'est déclaré là, on va dire. J'espère. Ouais. Aujourd'hui, c'est des captures du jour qui ont 24 heures, pas plus, et qui vont être achetées là par des poissonniers, je dirais, dans 2-3 heures. On a déployé des moyens, je dirais, qui sont importants. Lorient est le premier port producteur de langoustines vivantes en France. Les bateaux, depuis plusieurs années, se sont équipés de viviers pour conserver le produit vivant à bord des navires. Et on essaye de faire en sorte que du bateau jusqu'au poissonnier et qui va proposer le produit au consommateur, il y ait la qualité du produit et bien sûr son état de fraîcheur. Lorient est le deuxième port de pêche en France. 26 000 tonnes de poissons et de crustacés sont vendues à la criée chaque année. Une fois la marchandise débarquée sur les quais, tout commence par le tri. Comme pour les fruits et les légumes, les poissons sont classés avec soin en différentes catégories, en fonction de leur fraîcheur et de leur aspect. On peut avoir, dû au filet qui frotte dans les fonds, des poissons qui sont légèrement abîmés. C'est du poisson qui est un petit peu marqué. Il passera pas en extra, malheureusement, mais ça reste du beau poisson. Au niveau de la poissonnerie, il n'est pas difficile de reconnaître un poisson extra. À partir du moment où ses yeux sont bien brillants, une bonne rigidité cadavérique en fait, donc un poisson bien raide. Quand vous achetez une sole avec du mucus comme ça sur le dos, c'est une sole qui est très fraîche. Vaut mieux acheter avec du mucus qu'une sole toute sèche. Et c'est un gage de fraîcheur. Une fois trié, il est 2 h du matin et le poisson passe déjà à l'étiquetage. Mon travail consiste à faire une saisie du poisson, donc en mettant le nom du bateau, l'heure en fait où le poisson est arrivé sur le port et le numéro de lot qui servira à suivre la caisse après chez le détaillant. Et pour les espèces vivantes, une attention toute particulière leur est réservée pendant les quelques heures qui les séparent de la vente. Là, on va aller voir le brumisateur où tous les crustacés sont conservés. C'est de l'eau de mer qui a été nettoyée des impuretés, donc on appelle osmosée. C'est une brumisation qui est faite entre 5 et 6 degrés. Donc du coup, ça permet d'avoir une espèce qui reste vivante, qui se croit encore dans son milieu naturel. 3 h du matin, le poisson est déjà sur les rails, en route pour la criée, juste à côté de l'étiquetage. Grossistes et détaillants attendent dans la salle des ventes le frais du jour. Là encore, tout est mis en œuvre pour ne pas perdre du temps. On est donc dans la salle des acheteurs. Ils disposent tous d'un petit boîtier sur lequel il y a 2 touches. Et par un système d'ondes radio, ils peuvent ainsi intervenir sur l'enchère. Donc le premier qui appuie sur son bouton, le lot va lui être attribué donc au prix auquel il aura bloqué l'enchère.
lot a été acheté, il va être accompagné d'un ticket de façon à ce qu'on soit en mesure de tracer le produit jusqu'à sa destination finale. On ne peut pas partir comme ça avec un poisson dans un camion sans qu'il soit, évidemment comme toute marchandise, qu'il soit vraiment identifié. À demain. À demain. Au moment de son achat, le consommateur, s'il en fait la demande auprès de son poissonnier, peut ainsi retrouver les informations sur le jour et l'heure de la pêche, mais aussi des précisions sur les variétés achetées. J'ai acheté un peu de julienne, un peu de sèche, un peu de langoustine, un peu de carlet, un peu de merlan, un peu de diversité. Vendus ultra frais au port en quelques heures à peine, les produits de la mer se retrouvent ainsi prêts à être livrés aux petits commerçants et à la grande distribution. Mais cette course contre la montre n'est pas finie. Il faut livrer dans toute la France en temps et en heure, en moins de 24 heures. Bourse-Franc en Vendée, à 12 km de Marennes. Le poisson tout juste acheté au port et les huîtres des producteurs locaux sont à livrer dans 3 villes de France. Niort, Poitiers, Rungis. 427 km sans perdre une minute. Tous les jours, c'est une course contre la montre pour atteindre l'ensemble de nos destinataires en 24 heures sur le territoire français. Les commandes sont passées pour un jour précis. Si on arrive en retard, la commande est perdue. Comme ce sont des denrées qui sont des denrées périssables, malheureusement, elles peuvent être destinées à la destruction pure et simple. Donc il est extrêmement important que tous les horaires soient respectés de façon extrêmement rigoureuse. À midi, quoi qu'il arrive, il faudra que toutes les marchandises aient quitté cette plateforme. Un relais de 3 chauffeurs est mis en place pour éviter la coupure réglementaire de 45 minutes à chaque point de livraison. Une façon de gagner du temps pour livrer frais à l'autre bout de la France en un temps record, à bord d'un poids lourd dont la première mission est de préserver la fraîcheur de sa marchandise. C'est un camion frigorifique chargé de produits frais, des huîtres, les produits de la mer. C'est quelque chose de fragile et qui coûte très cher, donc il ne faut pas se louper, il faut être à l'heure partout. La température, il faut qu'elle soit correcte. On a un compteur et on programme le frigo en conséquence de la marchandise transportée, quoi. Premier stop, première livraison à Niort. On est dans les temps, impeccable. C'est là, dans ces entrepôts que l'on appelle plateformes, que petits commerçants de la région et acheteurs de la grande distribution vont venir chercher leurs marchandises. Dans les bureaux, le deuxième chauffeur est déjà prêt. Pile à l'heure. Il est 14h45 et dans une heure, Jean-Marc devra être à Poitiers. C'est plutôt courant de mettre 1 ou 2 conducteurs sur des lignes en relais comme là c'est le cas. La deuxième solution, c'est de mettre 2 conducteurs dans un véhicule afin que le véhicule ne s'arrête pas. Donc nous, on est plutôt sur du relais conducteur et donc 3 conducteurs sur une ligne pour supprimer les temps de pause. Livré en un temps record, la fraîcheur fait vendre et la plupart des enseignes de la distribution le savent bien. Dans les rayons des magasins, des panneaux vont même jusqu'à nous l'indiquer au cas où nous ne saurions pas faire la différence. Mais la réglementation impose aux commerçants une date limite de mise en vente pour les produits frais. C'est le cas pour les œufs. Faute d'autorisation, nous avons à nouveau fait nos courses en caméra cachée dans un supermarché parisien. Les œufs frais ne peuvent être vendus au-delà de 21 jours à partir de la date de ponte. Concernant les œufs extra frais, c'est 9 jours. Et apparemment, ce supermarché ne respecte pas la réglementation. Extra jusqu'au 15 et consommable jusqu'au 6. Et là, on est 17. Sur 4 boîtes achetées, 2 sont litigieuses. Des extra frais pondus le 6 du mois qui restent à la vente plus de 9 jours après leur date de ponte. Notre ticket de caisse, daté du 17 mai, confirme la date à laquelle nous les avons achetés. Vendus plus cher car extra frais, ils auraient dû être retirés de la vente depuis 2 jours.
Au ministère de l'économie, à Paris, la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes n'est pas vraiment surprise par cette tromperie. L'enquête qu'a menée la DGCCRF sur l'étiquetage des œufs a montré qu'il y avait un taux infractionnel assez élevé, de plus de 20%, mais avec beaucoup d'infractions d'étiquetage simplement. On a trouvé des infractions relatives aux dates sur les emballages, 2 qui étaient vendus comme extra frais alors que les dates étaient dépassées et qu'il n'y avait pas de mention informative pour le consommateur. On a trouvé des œufs qui étaient vendus au-delà des 21 jours, alors que c'est interdit. Et puis on avait d'autres types d'infractions qui étaient dans la présentation des œufs, sur la façon dont les poules étaient nourries, élevées, des tromperies du consommateur. Le chiffre imprimé sur la coquille des œufs indique le type d'élevage. Les œufs que nous avons achetés dans un supermarché portent le chiffre 3, de l'extra frais, passé de date, qui provient d'un élevage en cage. Ces images ont été tournées au mois de février dernier par L214, une association de défense des animaux. Jusqu'à 100 000 poules peuvent être entassées dans des cages pour certains élevages. Malgré un décret communautaire qui impose désormais à ce type d'élevage une amélioration des conditions de vie, ces poules continueront à pondre des œufs sans jamais voir la lumière du jour, quand elles auront pu survivre à un tel sort. On a une petite carte pétition à vous faire signer. C'est gratuit, on ne demande pas d'argent. La fraîcheur à tout prix, au détriment des conditions d'élevage. Champs-Élysées à Paris, il y a quelques semaines. L214 pose cette question aux consommateurs en manifestant devant un supermarché qui vend des œufs de poules en cage. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des animaux. Chaque choix que nous faisons de consommation a une influence sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions de mort. Cette action aujourd'hui, elle a un objectif de sensibilisation vis-à-vis du public sur les conditions d'élevage des poules pondeuses. Et puis le deuxième objectif, c'est d'essayer d'arriver en France à avoir les mêmes résultats qu'à l'étranger, par exemple en Belgique, où il n'y a plus d'œufs de poules élevées en cage qui sont vendus. La Belgique, mais aussi l'Allemagne, les Pays-Bas et la Lonquette. Un petit village du sud-ouest de la France, à 23 km de Pau, qui a décidé de produire de la fraîcheur autrement. Une association d'éleveurs de poules fermières a décidé d'installer 6000 poules en pleine nature à la Lonquette. Les poules sont libres de marcher et de profiter de la campagne toute la journée. Elles rentrent le soir dans leur nid pour pondre. Il s'agit d'un élevage en plein air. Pour ces éleveurs, la fraîcheur de l'œuf passe par la santé de celle qui l'a pondu. Sa crête, c'est un signe de qualité. Il faut que les crêtes soient bien rouges. Donc c'est un des premiers signes de bonne santé de l'ensemble du lot de poules. Lorsque les poules ont pondu, 6 000 œufs en moyenne par jour, le tout est transporté sur un tapis roulant jusqu'au tri. Je ramasse les œufs 2 fois par jour. Je les trie, donc je sors tous les œufs déclassés. Les œufs qui ont des coups de bec. C'est une obligation pour avoir les œufs le plus frais possible. Une obligation car cet élevage est homologué label rouge. Dès que les œufs ont été triés, ils sont le jour même conditionnés dans des boîtes prêtes à être vendues. Là, on vérifie à nouveau si les œufs ont des défauts, à l'aide d'une lumière spéciale. Ceux qui passent ce test sont alors dirigés à l'imprimerie. Une machine inscrit sur les coquilles le jour de ponte. En quelques heures, les œufs seront prêts à être vendus. Les contraintes du label rouge, c'est une taille minimum d'élevage. C'est des poules qui sont alimentées avec 100% de végétaux minéraux et 65% de céréales, dont 50% de maïs. Vous avez quand même une notion de distance. Et entre le moment où l'œuf sort de l'élevage et où il est conditionné. Donc les normes aujourd'hui, en ce qui concerne notre label, c'est un maximum de 6 heures de route et un maximum de 150 km pour une distribution après auprès du consommateur sur des circuits courts. Le label rouge
impose aussi un test de fraîcheur sur chaque lot d'œufs qui part à la vente. Il s'agit du test Hogg qui mesure l'épaisseur du blanc de l'œuf. Plus l'unité de mesure est importante, plus l'œuf est frais. Une autre norme qui est spécifique au label rouge, c'est d'avoir une unité Hogg supérieure à 70. Dans le cas présent, on a 96. C'est une garantie pour le consommateur d'avoir une fraîcheur de l'œuf. Pour ces restaurants, Xavier de Namur a choisi de se fournir auprès d'élevages bio. Les conditions de production sont aussi rigoureuses que pour le label rouge. Et c'est l'occasion de faire un test comparatif entre un œuf de batterie et un œuf issu d'un élevage éthique. Donc ça, c'est l'œuf de batterie. C'est pas pour nous, hein, ça, on ne travaille jamais avec ça. Ah, voilà. Donc voilà, ça a une couleur bizarre. Alors là, voilà, par exemple, à la texture, on va regarder tout de suite. Hein, là, on a un truc, on dirait une balle de ping-pong. Hop, c'est drôle. Et là, on va voir tout de suite la différence. Il y a une différence de taille qui est gigantesque. Hein. Là, non. Là, c'est moelleux, etc. Là, on a l'impression d'avoir du caoutchouc en main. C'est vraiment... Ouais, ça a l'air très, très caoutchouteux. Alors que là, on a quelque chose de moelleux. Voilà, bah là, on le voit tout de suite à la couleur. Hein. C'est très clair. Et là, on est sur un produit qui est beaucoup plus jaune. Voilà. On sent rien du tout. On peut sentir, ça sent rien. Ça sent rien. Il n'y a aucune... Il y a rien. Et il y a quelque chose dans le blanc qui est un peu pâteux, caoutchouteux, qui est assez bizarre. Et sinon, ça n'a aucun goût. Retour sur la route avec Jean-Marc. Il lui reste quelques minutes pour atteindre Poitiers, où il devra céder son volant à un troisième chauffeur. Sa cargaison de poissons et d'huîtres doit être livrée au plus vite. Et c'est sur l'aire de péage de l'autoroute, à l'entrée de Poitiers, que le troisième chauffeur va prendre le relais. Avant de céder sa place, Jean-Marc va vérifier le plus important, la température de son camion frigorifique. Merci. Le transport du poisson et des huîtres doit s'effectuer entre 0 et 5 degrés. La vérification des températures de la caisse de la remorque, voir si l'avant est bien en surgelé et si l'arrière est bien en frais. Donc elle est bien à moins 21 et à plus 2 derrière, donc pas d'anomalie. Impeccable. Raphaël va mener la marchandise jusqu'à son terminus, le marché de Rungis, à 300 km et sans perdre une minute. J'ai pris le camion à Poitiers pour aller direction Rungis. Donc on mettra 4 heures pour monter à Rungis, donc on sera là-haut vers 20h15. À l'approche de la région parisienne, Raphaël sort de l'autoroute. Là, on a pris la nationale pour éviter les bouchons à l'entrée de Paris, au péage de Saint-Arnoux. Ensuite, après, si vraiment il y a des gros bouchons, c'est l'exploitation à Niort qui va m'appeler et me dire de prendre une autre route pour justement éviter ces bouchons-là. Ça permet aussi que la marchandise arrive plus vite à Rungis pour qu'elle soit distribuée après par la suite dans les magasins. « 20h09 précise, Raphaël arrive au marché international de Rungis. Mission accomplie. Il aura fallu une demi-journée pour que les produits de la mer, pêchés ou récoltés le jour même, arrivent à Rungis. Poissons, crustacés et huîtres peuvent être désormais vendus aux commerçants et aux acheteurs de la grande distribution, enfin presque. Tout dépendra de cet homme, Eric, inspecteur, et chargé de vérifier si la marchandise est toujours fraîche après des heures de route. On va regarder le produit, on va regarder l'intérieur, on va regarder le péritoine et puis on regarde la chair. La chair qui est bien blanche. Là, on peut regarder aussi, on a une belle dorade royale. Un poisson frais ne va pas sentir, aussi bien un poisson entier qu'un filet.
Plus un poisson qui va vieillir prend aussi une odeur. Donc si on achète du poisson, il faut le consommer très rapidement. Ça, c'est pas, faut pas le garder plusieurs jours dans son frigo. Un poisson, vous l'achetez, vous le consommez le jour même, voire le lendemain, mais enfin bon, faut vraiment le manger très rapidement. La réglementation sur la conservation du poisson est stricte. Si elle n'est pas respectée, le poisson ne peut pas être vendu. Une température à cœur, 1,4 degré. On est dans les références réglementaires, parce que c'est entre 0 et 2. C'est la première caisse. Elle est depuis, je dirais, le début de la nuit exposée à la vente, donc on a réussi à maintenir le respect de la chaîne du froid. Mais cette fraîcheur à tout prix est-elle réellement un gage de qualité? En Haute-Savoie, dans les villes au pied des montagnes, personne ne se pose vraiment la question, tellement la réponse paraît évidente pour les habitants de ce département alpin. Alors que la grande distribution nous propose dans ses rayons une multitude de laits frais, les Hauts-Savoyards, eux, ont installé des distributeurs au bord des routes. Du lait encore plus frais, qui vient juste d'être trait. Cru, contrôlé et respectant les normes sanitaires en vigueur, ce lait frais en distributeur fait la joie et la fierté de toute une région. J'ai fait l'acquisition de cette clé que j'ai rechargée. Donc en gros, je mets une dizaine d'euros dessus. On insère sa clé, on met sa bouteille, on appuie. Alors ou on appuie nous-mêmes sur stop et ça s'arrête en cours, ou on laisse couler et ça remplit 1 litre. C'est 1 euro le litre de lait. À qualité égale en supermarché, c'est-à-dire je vais partir sur du lait entier, ça me revient au même. C'est du lait frais qui est changé tous les jours. Donc effectivement, c'est du lait ultra frais. Il a un bon goût pour tout ce qui est mes préparations à la maison. Mes gâteaux, les crêpes. En fait, les enfants, ils adorent ça. Depuis que j'ai essayé, ils en prennent au petit déjeuner. Du coup, je viens quasiment tous les jours ou 1 jour sur 2. Il est vrai que depuis des générations, les Hauts-Savoyards nourrissent leurs enfants avec ce lait cru. Mais qu'est-ce qui fait réellement la qualité d'un lait frais? Nous retrouvons Marc Dufumier à l'Institut national agronomique pour en savoir plus. La qualité du lait, c'est les oméga 3, c'est aussi le bêta-carotène, enfin précurseur de la vitamine A. Et c'est le mode d'alimentation, le foin et l'élevage à l'herbe sur le pâturage, quoi. Des qualités nutritives dues au mode d'alimentation et d'élevage, ce serait le secret de ce lait vendu au bord des routes. En Haute-Savoie, dans le village de la Clusaz, à quelques 1200 mètres d'altitude, on respecte la vache tel un animal sacré, un vrai symbole de fraîcheur et de qualité dont la famille Clavel prend soin. Là, on remonte à peu près 55 vaches. On remonte à l'étape pour la traite. On les descend le matin au pré et on les remonte à 4 heures pour la traite. Tous les jours. Dès qu'on a des beaux jours, elles restent tout le temps dehors, jour et nuit. On les rentre que pour la traite, le matin et le soir. Allez. Laisse passer les voitures. C'est la race d'Abondance. Elle provient de la Haute-Savoie et c'est une race locale du coin, quoi. C'est une vache qui a une tête blanche avec 2 lunettes autour des yeux, une robe marron. C'est une très bonne marcheuse. Elle arrive à aller dans des coins les plus difficiles. Donc c'est des vaches qui s'adaptent bien au milieu de la montagne. Les vaches de Haute-Savoie bénéficient d'une certaine liberté en ayant la possibilité de pâturer toute la journée dans les champs en altitude. Comme les frères Clavel, des dizaines de fermiers dans la région élèvent de cette façon leurs vaches laitières. Et pour la traite, moment crucial pour un lait de qualité et qui se veut frais, on est très précautionneux. Donc là, je vais nettoyer ma vache. Et ensuite, je vais tirer les premiers jets. Ceci pour... des fois, on peut avoir un problème, une vache qui prend un coup de corne et puis on peut avoir un coup de sang. Donc il faut bien voir que tout le lait va bien, quoi. Allez. Une vache, en moyenne, produit 20 à 22 litres de lait par jour, à peu près. La traite, le matin, ça commence à 5 h. Et le soir, on va finir vers 20 h 30.
donc 2 fois par jour. 7 jours sur 7 toute l'année. Les frères Clavel possèdent une exploitation de 1000 hectares, dont une partie va permettre d'alimenter les bêtes. Les vaches sont nourries en partie avec le foin des champs de montagne. L'alimentation l'hiver, c'est à peu près 15-17 kilos de foin par jour, avec un complément de céréales. Et ensuite l'été, donc quand on passe en ration estivale, eh ben, elles ont uniquement de l'herbe tout l'été à l'alpage. Le lait produit à la ferme fait l'objet tous les 15 jours de contrôle, non seulement sanitaire, mais aussi de qualité. Il faut qu'il atteigne grâce à son mode d'élevage un certain niveau, car il sert à fabriquer un fromage frais, le reblochon. Salut Fred. Salut Félix, ça va? Ça va, ouais. Bien, calme. Ouais. Outre ses qualités nutritives, il doit ainsi comporter un taux de bactéries très faible comparé à d'autres laits. Félix, responsable qualité à la coopérative de Reblochon dans la vallée, se rend comme à son habitude dans la ferme des frères Clavel pour rendre compte des derniers résultats effectués sur chacune des vaches du troupeau. Après, en cellule, c'est nickel. Ouais, c'est bien. Pas trop de problème de fabrication. En France, il n'y a pas beaucoup d'industriels qui exigent cette qualité-là, quoi. Là, on est vraiment au top. C'est quelque chose qui se travaille au niveau de l'élevage, au niveau de l'alimentation, au niveau du soin pendant la traite. C'est pour ça qu'on a on a besoin d'avoir des gens vraiment rigoureux sur le travail avec les animaux. Le reblochon est un des rares fromages qui ne peut être fabriqué qu'avec du lait de quelques heures à peine après la traite. Dans le bâtiment de la ferme des Clavel, réservé à la fabrication du fromage frais, les mêmes précautions sont prises tous les jours. Là, on est à 32 degrés, qu'on n'a pas réchauffé le lait. C'est la température à laquelle il arrive. C'est important d'avoir un lait chaud qui n'a pas été reporté en fait, au froid, parce qu'il garde toutes ses caractéristiques physico-chimiques en fait. Et puis, il n'a pas pu se dégrader. En reblochon, c'est obligatoire. Ouais. On travaille toujours sur le lait chaud après la traite. Il n'y a que 2 fromages qui sont comme ça. Il y a le Beaufort aussi qui est comme ça en alpage. La fraîcheur, c'est aussi beaucoup de patience. Il faudra attendre 18 minutes pour que le lait se caille, puis 4 heures pour qu'il soit sorti de sa cuve, mis dans des moules et pressé sous des poids. Au bout de 10 à 12 heures, le fromage ainsi fabriqué ressemblera à un reblochon. On les retourne, c'est pour que le fromage il sèche sur les 2 faces comme il faut. Ces fromages-là, je les retourne une dernière fois et demain, ils vont partir à la coopérative. Et après, c'est la coopérative qui va s'occuper de l'affinage du produit. Voilà, il va encore rester 15 jours, 3 semaines à la coopérative avant d'être vendu. Dans la vallée, à quelques kilomètres de la Clusaz, la capitale du reblochon, la ville de Thônes. C'est de la coopérative de cette ville que proviennent en partie les reblochons au lait cru que nous mangeons. Les frères Clavel livrent en moyenne 250 fromages par jour et bien évidemment, avant d'être vendus, ils vont subir des tests sanitaires à nouveau. Ça, c'est des reblochons qui ont 8 jours, une semaine. Ouais. Nickel. Bon, ils ont une belle présentation, ils sont bien. Parfait. Beaucoup de produits frais font l'objet de contrôles de bactéries, mais aussi de résidus de pesticides. Retour à Rungis, dans une halle où continuent de mûrir dans leurs caisses des fruits et des légumes. Aujourd'hui, des avocats viennent d'arriver du Pérou et resteront mûrir dans leurs cagettes pendant plusieurs jours. Jean-Luc Macias, chargé du contrôle des pesticides sur les produits importés, procède comme à son habitude à des prélèvements. 2 containers sont arrivés aujourd'hui. Ça représente environ 40 tonnes et nous effectuons un contrôle pour des recherches de pesticides. Alors c'est toujours des prélèvements au hasard sur une certaine quantité donnée. Jean-Luc travaille en fonction d'un cadre légal. Voilà, j'ai mon échantillonnage. La réglementation communautaire définit les taux de pesticides et autres substances chimiques acceptables pour chaque variété de fruits et de légumes. Autrement dit, des taux supportables pour notre organisme une fois qu'ils sont ingérés. D'autant que beaucoup d'analyses en révèlent la présence sur des produits français et étrangers. Les produits qui viennent de Chine sont particulièrement surveillés. Il y a des contrôles quasi systématiques. On a retrouvé des produits interdits en Europe, dans du pamplemousse, qui nous a posé quelques problèmes. Les bons élèves
c'est la France, l'Allemagne, de temps en temps l'Espagne. Les anomalies sont rares, sont très rares. Pour 10% de non-conformes, on va trouver 90% de corrects. Même les nitrates dans les épinards français, par exemple, qui ont été beaucoup décriés, on ne trouve plus de taux anormalement élevés de pesticides. Mais la réglementation communautaire définit un taux pour chaque produit. Et nous ne mangeons rarement qu'un seul fruit ou qu'un seul légume par jour. C'est la réflexion de François Weyrette, président d'une association de protection de l'environnement, ancien militant de Greenpeace et aujourd'hui vice-président de la région Picardie sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Ce militant a eu l'idée de faire un autre test. Prendre un repas type d'une journée et le faire analyser. Le résultat de ce test, réalisé il y a 1 an et demi, est accablant. Au total, donc, on a 36 pesticides différents à gérer au cours de la même journée. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ces substances qui sont des cancérigènes suspectés ou des perturbateurs endocriniens. C'est ce qui semble poser problème, puisque là, on a un cocktail de substances. Donc là, en fait, notre travail nous sert à sonner l'alarme et à dire, vous voyez, voilà la réalité de l'exposition des gens. On avait en plus ciblé sur un menu qui correspondait plus au menu d'un enfant par le type d'aliments gérés. Et donc, il y a lieu de faire attention à ce qu'on ingère, puisqu'on sait que les enfants, et encore plus la femme enceinte, sont sensibles à ce genre de produits. Le raisin, c'est connu parce que ça correspond à des produits qui sont traités fréquemment. Les pommes, d'autres fruits. Alors les pommes, on sait que maintenant, chez nous, elles sont traitées 34 fois dans l'année. Donc forcément, quand on a traité un fruit plus d'une trentaine de fois dans l'année, il va rester des résidus sur la peau, même dans la peau, ça peut pénétrer à l'intérieur du fruit. Maintenant, il faudrait que l'agriculture conventionnelle, intensive, soit moins intensive justement et apprenne à faire des progrès agronomiques pour utiliser moins de pesticides. Il faut arriver à conjuguer les trois exigences sur l'environnement, la qualité des produits et l'emploi. Il n'y a pas de raison que nos campagnes se vident. Et ce changement commence à avoir lieu grâce au bio, comme ici à Cergy, en banlieue parisienne. Xavier a créé il y a quelques mois son entreprise de livraison express de produits frais. Toutes les semaines, il se rend dans cette exploitation bio pour prendre la marchandise à livrer le jour même. Les premiers navets, les navets de printemps, ceux qu'on a déjà commencé à les vendre, hein, ils sont bien. On va se couper une bonne petite salade. L'intégralité des légumes qu'on sert ici, que ce soit les navets ou les salades, c'est cueilli le jour de la livraison. Donc ça, c'est frais. C'est pas frais parce que ça vient du frigo. Pour moi, un produit frais, c'est un produit qui a été cueilli le matin du jour où on va le consommer. Ça, c'est un produit frais. Et ça, c'est beau. Hein. Les qualités nutritives d'un végétal s'appauvrissent avec le temps ou avec la cuisson, etc., etc. Si on veut avoir les meilleures qualités nutritives, il faut l'avoir le plus frais possible. Pour la salade, en tout cas. Les fruits et les légumes poussent dans un environnement 100% naturel. Aucun pesticide, aucune substance chimique. La nature livre ainsi le meilleur d'elle-même, comme des petits animaux qui existaient auparavant dans les cultures et qui réapparaissent à nouveau. Regarde, à quoi on voit que c'est bio. Ben, voilà. On a un petit escargot. D'ailleurs, tu remarqueras, elle pousserait la coquetterie jusqu'à être de la même couleur que les fleurs. Donc c'est quand même fort. Des produits frais, le jour de leur récolte. Xavier livre des particuliers en Île-de-France et des restaurateurs. J'ai pris 24 radis, 24 bottes de radis. J'ai pris 24 salades, feuilles de chêne. Et j'ai pris 10 kilos d'épinards. Voilà. Ça, c'est une merveille. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Mais il est croquant, il est délicieux, juste piquant, il est... C'est parfait. Et voilà, les radis, tout frais. Moi, je dis c'est ultra frais. C'est mieux que frais, c'est ultra frais. Hop. Direction le Marais et le restaurant de Xavier de Namur pour la première livraison. Hop, et voilà mes épinards. Xavier apporte aujourd'hui une cagette d'épinards. Tiens, salut.
Salut Xavier, ça va? Mets-moi ça là. Et voilà. Tu vas apporter quoi? Des épinards et quoi d'autre? Des épinards, des radis, de la salade. C'est tout? Ouais. En professionnel de la restauration exigeant, Xavier ne pourra s'empêcher de l'examiner avec son œil critique. Et ils n'avaient pas en plus petit, en petites pousses comme ça, ils n'en avaient pas? Non. C'est les épinards. Ouais. C'est pas... voilà. Ça, c'est... Toi, c'est ça que tu veux. Moi, je voulais juste... Ouais, j'aurais préféré des pousses, quoi. Mais nous, on fait pas de pousses. On fait des épinards. D'accord. On a l'avantage, ils sont bien frais. Xavier a reçu également dans la matinée une autre cagette d'épinards bio en provenance de Rungis. Alors, là, on a la comparatif entre... Ça, c'est de l'épinard qui est cueilli ce matin. Et ça, c'est de l'épinard Rungis. Donc, on va voir la différence de prix. Après, est-ce que là, ils sont... voilà, épinard, bon, c'est français, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. C'est-à-dire, il ne nous met pas la provenance exacte. On a la provenance France, c'est écrit ici. On a le prix au kilo. On est à grosso modo, on est à 5 € le kilo. On va voir à combien on est en bio. En fait, bref, ça à peu près, c'est au même prix. Enfin, on est à 5 € et 5 €. C'est vrai? Bah oui, c'est au même prix. C'est pas beaucoup plus cher de fournir chez des agriculteurs bio. Ils sont pas, il y a des fois, il peut y avoir un écart de 10%, c'est à peu près ça. Hein. Mais donc, c'est pas énorme, cet écart de 10%. Puis c'est mieux d'un point de vue de l'environnement. C'est clair qu'on a moins de traces écologiques à fournir à Cergy qu'à faire venir des produits qui viennent d'Espagne, etc. Par ici. Là, ça va être coincé. C'est celle-là ou celle-là, comme vous voulez. Il faut savoir quand même que l'alimentation, c'est le deuxième poste après le logement dans le budget des ménages. Normalement, ça devrait être le premier poste. L'immobilier a beaucoup monté, c'est dommage. Parce qu'en fait, on devrait dépenser beaucoup plus d'argent pour sa santé. Ça coûtera moins cher aux finances publiques à terme. Puisqu'on sait que ce développement de cette alimentation aura des effets catastrophiques, souvent à 20, 30 ans. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça les a déjà. On a toujours 10, 15 ans de retard sur les États-Unis, mais c'est en train de venir. Donc c'est là où il faut freiner et changer les choses. Pousser les agriculteurs, pousser les industriels, de l'agroalimentaire, pousser les restaurateurs. Tout le monde, c'est les politiques publiques qui vont orienter. La politique publique, c'est pas d'intervenir dans le marché, c'est d'orienter le marché. C'était le Doc du dimanche. Merci à la Maison de la Pâte qui nous a gentiment accueillis. Merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur France 5.